Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une soupe de Loaz uniforme. L'idée c'est qu'on va prendre R un réel strictement positif, et on va considérer X et Y, deux variables aléatoires, définies sur le même espace probabilisé oméga AP, indépendantes et de même loi uniforme sur 0R. Et notre but, ça va être de déterminer la loi de la variable aléatoire Z, qui est le quotient du minimum de X et Y, par le maximum de X et Y. Alors tout d'abord, j'aimerais te dire que dans cette série de vidéos de 11 à 15, du coup dans la série La Potion, ce qui est drôle dans cet exercice de probabilité, c'est d'essayer de comprendre la démarche avant de faire les calculs, et aussi de deviner quel peut être le résultat avant de faire les calculs. Finalement, la partie du milieu, c'est un peu la partie la moins passionnante, à moins que j'arrive à mettre en valeur une technique qui s'emploie fréquemment dans telle ou telle situation. Donc ici, tu peux déjà essayer de deviner quelle est la loi de la variable aléatoire Z. Maintenant, il y a autre chose qui me chagrine, et je vais prendre le temps dans cette vidéo de détailler ici pourquoi. L'idée, c'est que Z n'est pas vraiment une variable aléatoire, parce qu'ici, il y a une division par 0 qui est possible. Et en effet, même si l'énoncé dit que grand X et grand Y suivent des lois uniformes sur 0R où 0 est exclu, la loi uniforme ne se soucie pas d'exclure un point ou pas. La densité, c'est toujours la même. Donc il est possible que le maximum de X et Y fasse 0, bien que cet événement soit de probabilité nulle. Et donc ici, si tu veux raisonner rigoureusement, ça serait un peu comme dans un tableau pour comprendre numéro 33, où je faisais allusion à des classes d'équivalence de fonctions, avec la relation d'équivalence ne différée qu'en un nombre fini de points. Ici, ce serait deux variables aléatoires seraient équivalentes si et seulement si la probabilité qu'elles soient égales vaut 1. Et donc c'est comme ça qu'on pourrait parler de la loi de la variable aléatoire Z. Donc ici, très simplement, et comme me le suggère l'énoncé, je vais oublier que potentiellement, il existe des éléments de grand oméga, petit oméga, tels que Z de petit oméga ne soient pas définis. La deuxième chose à faire, donc la partie intéressante, la première partie intéressante, c'est de se demander comment on va déterminer la loi de Z. Et en fait ici, il faut bien remarquer que j'ai un quotient. Alors bien sûr, je pourrais commencer par calculer la loi du minimum et la loi du maximum, mais la partie la plus embêtante, c'est vraiment celle à laquelle j'ai tendance à accorder mon attention en premier. Et ici, c'est vraiment la loi d'un quotient. La loi d'une somme, je sais faire, mais la loi d'un quotient, c'est plus délicat. Et justement, il y a l'idée ici du principe d'aller-retour. Parce que je peux transformer un quotient en somme, au moyen du logarithme. Ensuite, avec la somme, eh bien là j'ai des théorèmes sur les stabilités par somme de certaines lois, ou alors je dispose du produit de convolution, et enfin pour faire le retour, eh bien je prendrai l'exponentielle. Alors ce que je vais dire, c'est que je vais calculer ln de z. Alors ça vaut le logarithme du minimum moins le logarithme du maximum. Là encore, évidemment, je peux calculer ln de 0, mais j'ai dit que je ne m'en soucierai plus. Donc c'est vraiment ce que dit l'énoncé en ECS, on fait souvent comme ça, on exclut les bornes dans la loi uniforme, et ça veut dire va voir plus loin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pas se limiter à ça. Je vais dire que le logarithme du minimum et le logarithme du maximum, c'est respectivement le minimum des logarithmes et le maximum des logarithmes. Ce genre d'interversion, c'est assez drôle à faire, et puis la plupart sont fausses, mais ici c'est juste parce que le logarithme est une fonction qui est croissante sur R plus étoile. Et maintenant, le minimum moins le maximum, eh bien en fait tu peux l'interpréter comme l'opposé de la distance entre le plus petit et le plus grand. Autrement dit, moins la valeur absolue de la différence entre ln de x et ln de y. Alors pour démontrer ça rigoureusement, si tu veux pas employer le mot distance, eh bien la première chose c'est que tu peux procéder à une disjonction de cas, en fonction de qui est le plus grand entre ln de x et ln de y, ou alors il y a des très jolies formules qui servent par exemple à démontrer que la fonction maximum à deux variables est continue, en disant que le maximum de x et y, c'est 1/2 de la valeur absolue de x moins y plus x plus y. Et tu as une formule tout à fait analogue que je te laisse deviner pour le minimum. Alors maintenant, je vais regarder à nouveau mon objectif. Le but, ça va être de déterminer la loi de ln de z, et après j'aurai plus qu'à passer à l'exponentielle. Le signe moins, il n'y a aucun problème. Je pourrais le traiter à partir des fonctions de répartition. La valeur absolue, c'est exactement la même chose. Je pourrais faire un trafic sur les fonctions de répartition. De même avec le logarithme. La partie la plus délicate, encore une fois, c'est le thème que j'ai choisi pour cette vidéo, c'est là que ça se passe, la manœuvre la plus difficile. Et donc c'est vraiment ce que je vais essayer de faire en premier. Donc pour moi, c'est une somme, une différence, donc il va ici être question soit d'une stabilité par somme de certaines lois, soit d'un produit de convolution. Alors commençons le principe d'aller-retour que j'ai mis en place à droite. Donc je vais noter grand A qui est ln de grand X, et je vais calculer la loi de A. Je vais dire que le support de X, c'est 0R, donc le support de A,
c'est moins l'infini jusqu'à ln de r. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour tout x qui est plus petit que ln de r, donc pour tout x dans le support de A, eh bien je peux dire que la probabilité que grand A soit plus petit que x, ça vaut exactement la probabilité que grand x soit plus petit que exponentielle de petit x. Et là, c'est très important de remarquer que j'utilise deux propriétés de la fonction exponentielle par laquelle j'ai composé. La première, c'est que cette fonction, elle est croissante, et ça m'a permis de conserver le sens des inégalités. Et la deuxième, c'est que cette fonction-là est bijective, et puisque cette fonction est bijective, je n'ai pas une inégalité entre mes deux probabilités, mais j'ai une égalité entre ces deux probabilités. Maintenant, c'est très simple, puisque dire que grand X est plus petit que exponentielle de X, eh bien, c'est tout simplement, puisque grand X suit une loi uniforme sur 0R, exponentielle de X sur R, puisque exponentielle de X va être compris entre 0 et R. Maintenant, pour tout X qui va être strictement plus grand que le logarithme de R, eh bien, la probabilité que grand A soit plus grand que X, c'est tout simplement 1. Et du coup, la fonction de répartition de A, elle est de classe C1 sur R privé de logarithme de R, donc c'est une variable à densité, grand A, et elle admet pour densité cette fonction-là, donc qui à t associe exponentielle de t sur R si t est plus petit que ln de R, et 0 sinon. Alors de la même manière, comme x et y ont la même loi, eh bien ln de y admet aussi pour densité cette densité que je viens d'écrire ici. Maintenant, on va se consacrer à la partie délicate, donc à faire ln de x moins ln de y. Je veux savoir la loi de cette variable aléatoire-là. Je vais dire que comme grand X et grand Y sont indépendantes, eh bien, d'après le lemme des coalitions, ln de grand X et moins ln de Y le sont aussi. Et maintenant, comme la densité de grand A est bornée, celle que j'ai obtenue, eh bien, une densité de ln de X plus moins ln de Y, elle est donnée par un produit de convolution que j'écris ici. Maintenant, comme dans une vidéo précédente, je vais regarder où est-ce que la fonction intégrée est non nulle. Alors pour la première, c'est très simple, j'ai juste à regarder FA, elle est non nulle dès que U est plus petit que ln de R. Et pour la deuxième, je vais procéder à une transformation affine de densité, je vais dire qu'une densité de moins B évaluée en T moins U, c'est tout simplement la densité que j'ai trouvée de B évaluée en U moins T, donc ce que j'appelle FB c'est tout simplement FA, la fonction qui est écrite en bas à gauche, et ça aussi, je vais dire que c'est non nul dès que U moins T est plus petit que ln de R. Donc en faisant passer le T de l'autre côté, dès que U est plus petit que ln de R plus T. Alors, en résumé, ça veut dire que finalement, mon intégrale, j'ai pas besoin du tout d'intégrer jusqu'à plus infini, j'ai besoin d'intégrer de moins l'infini jusqu'au minimum de ln de R et de ln de R plus T. Et ça, en fait, ça va dépendre de T, parce que je sais pas quelle est la condition la plus restrictive. Si T est positif, la condition la plus restrictive, c'est d'être plus petit que ln de R, et si T est négatif, eh bien c'est la deuxième. Et donc du coup, en réalisant un calcul assez simple, que je passe ici, on trouve finalement exponentielle de T sur 2 si T est négatif, et exponentielle de moins T sur 2 sinon. Alors ça c'est quelque chose qu'on va voir dans une prochaine émission, et c'est ce qu'on appelle une loi exponentielle bilatérale. Alors je vais faire un peu de place, et juste rappeler que ln de z, on avait calculé que c'était l'opposé de la valeur absolue de la différence entre ln de x et ln de y. Donc la loi de ln de x et de ln de y, on les avait calculées. La différence, on vient de la calculer grâce à un produit de convolution, et maintenant il me reste à rajouter les valeurs absolues, et ensuite à prendre l'opposé, et après il faudra que je prenne l'exponentielle pour revenir à la loi de z. Pour tout x positif, je vais calculer la probabilité que la valeur absolue de a-b soit plus petit que x, et bien je vais dire que c'est la probabilité que a-b soit compris entre moins x et x, et en fait du coup je peux l'exprimer comme cette différence ici. Alors normalement il y a une des deux inégalités qui doit être stricte dans les probabilités, mais en fait comme j'ai affaire à une variable à densité ici, eh bien peu importe. Ce que je peux dire du coup c'est que c'est la différence entre deux valeurs de la fonction de répartition de a-b. Et donc du coup la fonction de répartition de la valeur absolue de a-b, eh bien on peut vérifier qu'elle est continue, puisqu'en fait il y a un raccord en 0 qui se passe très bien avec la partie sur R- qui est nulle, elle est de classe C1 sur R étoile, et donc ça me dit que c'est une variable à densité, et qu'elle admet pour densité, eh bien ce que j'obtiens en dérivant, là où c'est possible, sa fonction de répartition, et donc j'obtiens que elle admet pour densité la fonction qui à t associe exponentielle de moins t si t est positif, et 0 sinon. Autrement dit, ça suit une loi exponentielle de paramètre 1. Donc quand je prends une loi exponentielle bilatérale et que je prends sa valeur absolue, je tombe sur une loi exponentielle, et réciproquement, quand je prends deux variables indépendantes qui suivent une loi exponentielle, et que j'en fais la différence, eh bien en fait je retombe sur une loi exponentielle bilatérale. Et donc du coup ça va me permettre de conclure, puisque là dans mon principe d'aller-retour j'ai fait l'aller avec le logarithme, j'ai fait la somme avec le produit de convolution, et maintenant il me reste plus qu'à composer par l'exponentielle. Donc je veux dire que comme z c'est l'exponentielle de moins cette valeur absolue, eh bien le support de z c'est 0,1,
Et du coup, pour tout élément de ce support, petit z, eh bien je vais calculer que la fonction de répartition de grand Z évaluée en z, c'est la probabilité que la valeur absolue de a moins b soit strictement plus grande que moins ln de z. Alors pour ça, j'ai composé par la fonction logarithme qui est croissante et bijective, et ensuite j'ai multiplié l'inégalité par moins 1. C'est quelque chose que j'ai détaillé sur l'aller mais que je n'ai pas détaillé ici sur le retour. Et donc du coup, en passant au complémentaire, ça me donne 1 moins la fonction de répartition de la valeur absolue de a moins b évaluée en moins ln de z. Et maintenant, si je regarde juste au-dessus et que je remplace t par moins ln de z, ça fait exponentielle de moins ln de z, et finalement ça fait tout simplement z. Donc si je trace la fonction de répartition de grand Z, eh bien ça vaut 0 à gauche de 0, ça vaut 1 à droite de 1, et sur la partie du milieu ça vaut Z, et donc je reconnais ici tout simplement la fonction de répartition d'une loi uniforme sur 0,1. Donc c'est quelque chose d'assez spécial. Alors si tu l'avais deviné, félicitations, parce que moi je l'avais pas vraiment deviné. On voit que ça va être compris entre 0 et 1 cette affaire, mais pour deviner que les valeurs de Z vont être réparties uniformément entre 0 et 1, c'est vraiment quelque chose qui me paraît pas évident. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.